Bonjour à tous. Exceptionnellement, aujourd'hui, je remplace notre ami Olivier François, souci de grève, babysitter, ou alors, après la lecture de ce magnifique numéro, qui est en kiosque en ce moment, comme vous pouvez voir cette couverture, notre ami Olivier est peut-être parti défendre ses frères ukrainiens européens, ou alors s'engager dans l'armée israélienne. Nous espérons le retrouver d'ici 2 mois. Voilà. Donc l'équipe est réduite, mais il n'y a que de la qualité sur ce plateau. François, vous êtes toujours là, fidèle au poste. Bonjour. Bonjour mon cher François et Christophe. Bonjour à tous. Qui nous revient d'un voyage magnifique de Marseille. Un petit périple à Marseillais. Un petit périple, mais pas de narcotrafiquants. Vous avez parlé d'autre chose. C'est une espèce. Parce que vous l'aimez bien en fait cette ville, vous. En fait, contre toute attente, j'aime bien cette ville, alors qui est un peu désordonnée, mais il y a quelque chose d'intense et séduisant. Voilà. Oui, non, j'assume avoir été un peu enchanté par ce petit voyage en presque Provence. Ouais. On va le dire vite. Donc, on va se retrouver tout à l'heure pour Marseille, mais là, on va se poser. On s'est posé la question sur cette couverture. C'est faut-il mourir pour Kiev, qui nous ramène à ce mot. Je sais plus qui avait dit ça. C'était dans l'œuvre. Ça a été DA. Ouais, c'était DA. Mourir pour Gdansk. Pour Danzig. Pour Danzig. Voilà. Pardon. Et qui avait été repris dans une couverture d'éléments pour mourir pour Gdansk. Pour Gdansk, d'où mon lapsus. Voilà. Il y a des analyses, mais il y a surtout un reportage de notre ami Christian Roll à Moscou qui c'est un vrai moment de littérature. Oui, il est bourré de talent, Christian Roll. C'est la 2e fois qu'il va à Moscou pour Éléments, donc c'est notre reporter pour ainsi dire, même s'il fait valoir un point de vue très personnel. Il a une écriture un peu à la Gonzo, donc très rapide, où il se met vraiment en scène. Il est là-bas comme observateur pour la réélection de Vladimir Poutine à la tête de la Fédération de Russie. Et puis après, il reste une quinzaine de jours en Russie, une dizaine de jours, un peu moins. Et il est là pendant l'attentat du Crocus Hall, où il y a 150 morts, quasiment 500 blessés. Donc il revient avec un reportage, moi je trouve formidable, punchy, très drôle, tel que les Américains, paradoxalement, Tom Wolfe et quantité d'autres, Thompson, les gens qui ont inventé le style Gonzo, concevaient le journalisme. Donc oui, je trouve que les lecteurs, je pense, se réjouiront lorsqu'ils le liront. Oui, il y a un mélange très personnel. Effectivement, Gonzo, c'est cette chose américaine un peu rapide, un peu fun punk presque. Exactement. Et alors il y a beaucoup d'anecdotes personnelles, de la drôlerie, de la fantaisie, de la dérision, et puis il y a aussi, il a un ton qui est aussi profondément tragique et nostalgique. C'est assez beau ce qu'il dit. Moi, ça touche aussi parce que pour Éléments, j'avais fait un petit périple en Crimée avant la guerre avec d'autres officiels, et donc j'ai suivi un petit peu notamment de ce dont il parle à Moscou, le grand hôtel ukrainien, et puis la Crimée. Moi, je l'ai connu charnellement, j'ai envie de dire. Voilà, donc non, c'est un reportage assez long. Il y a beaucoup de pages. Voilà, il est très beau. Christian Roll, il est héroïque et plein de panache et de drôlerie, avec une fausse dureté. C'est la dureté des sensibles, des tendres. Voilà. Il appréciera. Ses comparses, son comparse, le chanteur lyrique est devenu russe. Alors il y a un côté aussi, il le met un peu en exergue, puisqu'il y a une petite troupe d'observateurs internationaux très exotiques. Donc il nous parle, mais avec beaucoup de tendresse, des Africains, un peu bordéliques. C'est un peu surréaliste. Il y a un côté extrêmement vivant, extrêmement personnel, et puis avec une réelle profondeur, une réelle inquiétude aussi, voilà. Et puis cette espèce de vigueur politique qu'il a, où il y a un mélange de détestation et d'amour à la fois. Il hurle son amour à cette Russie un peu éternelle, et voilà, avec effectivement ce scepticisme envers les Américains et notre modernité un peu pourrie, quoi. Donc c'est un très 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 beau reportage, très beau voyage en compagnie du chevalier Christian Roll. Voilà. On va arrêter là on va revenir au dossier, parce que mon cher François, le dossier qui est séparatisme, les nouvelles guerres de sécession. On avait écrit « Faut-il mourir pour Kiev ?» On pourrait se poser la question « Faut-il mourir pour Paris, la Seine-Saint-Denis, Marseille ?» Parce que la sécession, elle est en train de se mettre en place en ce moment. Oui, on pourrait presque même parler de climat de pré-guerre civile. Enfin, je ferai néanmoins une réserve en m'appuyant sur les travaux de Jérôme Fourquet sur cette question de la guerre civile, puisqu'il a fait, après une note pour la Fondation Jean Jaurès, après les émeutes de l'été dernier, dit que il n'y avait pas de guerre civile en France pour une quantité de raisons. La première d'entre elles, c'est qu'il n'y a pas d'armes, à la différence de la Calédonie. En Calédonie, il y a des armes, il y a 200 000 armes. Donc, on peut avoir un climat insurrectionnel et guerrier, ce qui n'est pas le cas en France. On y reviendra, oui, effectivement. Mais on y reviendra sur cette question
question-là. Les gens plutôt désertent le social. Hein. On fait un dossier sur le séparatisme parce que précisément la société est en train, je parlais de Fourquier, de s'archipéliser. C'est peut-être le premier à mettre sur la table cette question du séparatisme sans la nommer, puisqu'il faut attendre Macron. C'est Macron en 2020 qui met sur la table la notion de séparatisme. Jusque-là, on parlait de communautarisme. Hein. Mais le mal travaille manifestement le corps social français et politique depuis longtemps, parce que j'ai en tête, et j'en parle dans le papier, les saillies, alors en off, certes, recueillis par Davé et l'homme dans Un président ne devait pas dire ça, mais François Hollande dit que, texto, hein, on se dirige vers la partition. Donc on n'a pas encore conçu le mot séparatisme. Lui parle de partition à plusieurs reprises, hein, et il développe cette notion de partition. Rappelez-vous également ce que Gérard Collomb avait dit, je crois en 2018 ou 2019, quand il quitte la place Beauvau, c'est qu'on passe du côte à côte, hein, en vivre ensemble. Hein. La menace, c'est que désormais on soit face à face. Hein. Donc tout ça, c'est cette hantise de la séparation, un bouteux du séparatisme, travaille le corps social français de toute évidence, hein, et c'est raccroché, en tout cas au début, à la question de l'islamisme. Hein. Chez Macron, c'est manifestement l'islamisme. Chez Hollande, c'est l'islamisme et les attentats. Chez Collomb, c'est l'islamisme et les attentats, Bataclan, Charlie, etc. Dans la foulée de la déclaration de Macron, des déclarations, parce qu'il y en a plusieurs, hein, l'année suivante, il a encore une majorité, il fait voter la loi séparatisme. Déjà, la loi séparatisme a été un peu vidée de son contenu islamique, hein, puisqu'elle cible, hein, et Darmanin va s'appuyer sur cette loi dite séparatisme, hein, s'appuyer sur cette loi pour dissoudre des associations patriotes ou identitaires. Hein. Donc ne sont plus seulement ciblés les islamistes, hein, mais désormais l'ultra-droite, ce qu'on appelle l'étiquette, la nouvelle étiquette, ultra-droite, ça n'est plus l'extrême droite, c'est l'ultra-droite, donc c'est l'extrême droite de l'extrême droite de l'extrême droite, hein, mais aussi les survivalistes, hein, qui sont traqués, mais aussi ce que l'État appelle et désigne sous l'étiquette de dérive sectaire. Hein. Donc cette loi s'est élargie, ça concerne plus seulement l'islamisme, une réserve sur l'islamisme. L'islamisme cherche le séparatisme ou la séparation, mais d'abord la confrontation, c'est ce que dit Keppel. Hein. D'abord la confrontation, et c'est frappant chez LFI. Chez LFI, il y a une instrumentalisation par les islamistes, hein, de la loi française. Hein. Donc c'est à la fois un mélange de séparation et de confrontation. Mais par contre, c'est pas une séparation comme on a pu en connaître avec les anciennes colonies. C'est-à-dire que là, on a affaire à une. Vous dites c'était la séparation sans le séparatisme. La postmodernité, c'est peut-être le séparatisme sans nécessairement la séparation. En fait, il n'y a pas de projet politique derrière. Dans le séparatisme, alors il peut y en avoir. Ce qu'on a également dans le dossier se décompose en plusieurs parties. Un papier du rédacteur en chef adjoint d'Éléments, Xavier Aimant, sur le séparatisme qui conduit à la sécession. En particulier à la sécession des droites qui sont de plus en plus asphyxiées par le pouvoir d'État, la répression de la place Beauvau et Darmanin qui dissout à tour de bras, les banques qui clôturent des comptes. Hein. Donc, à un moment donné, de la séparation, on fait sécession. Et ça cultive un sillon qui est peut-être qui appartient à l'imaginaire des droites radicales. Hein. Moi, j'ai toujours en tête ce que Jean Raspail disait, bien après le camp des Saints, c'est qu'on ça finira par des isolats. Il parlait d'isolat, Jean Raspail. Hein. C'est un petit peu le thème de la République du Mont Blanc de l'écrivain Saint-Loup. C'est-à-dire qu'on se réfugie tout en haut du Mont Blanc pour essayer de préserver une forme d'humanité qui se distingue de la déchéance, de la décadence. Hein. Mais en l'état, l'essentiel du séparatisme, oui, c'est qu'il n'est pas politique, il est plutôt apolitique, hein, quand il ne se transforme pas en sécession. C'est ce qui, moi, me fait dire que la séparation, c'est la modernité. Pourquoi ? Parce que la séparation, elle est politique. Hein. Si on regarde bien ce que c'est que la modernité politique, donc 17e, 18e, 19e, 20e, hein, bah c'est surtout la séparation des pouvoirs. Hein. C'est Locke et Montesquieu. C'est qu'on sépare, on prend soin de séparer l'exécutif, du législatif, hein, et du judiciaire. Pourquoi ? Parce que ça protège les libertés. Donc la modernité, c'est la séparation. C'est l'âge de la séparation. Et la séparation est politique. Et la postmodernité, c'est ce que dit Maffesoli, c'est l'âge du séparatisme. Et sans la séparation, parce qu'il n'y a pas de projet politique derrière, simplement les gens, c'est l'archipel français décrit par Jérôme Fourquier, les gens décrochent de plus en plus du vivre ensemble, hein, qui n'est plus qu'une incantation un peu creuse, un peu vide. Hein. Les gens sentent que ça ne fonctionne plus. Il y a une crise de confiance. On l'oublie toujours. La confiance, c'est le préalable du politique. Il n'y a pas de politique sans confiance. Hein. La condition sine qua non en amont du politique, c'est la confiance. Hein. Or, les sociétés multiculturelles sont des sociétés multiconflictuelles, hein, où il y a une érosion de la confiance sociale. Il y a quantité de travaux de la part de sociologues américains. Je pense à Putnam, qui était proche d'Obama. Hein, donc c'est pas, on parle pas d'un type à la droite de l'alt-right, hein, qui a fait des travaux sur des échantillons massifs, hein, pour montrer que les sociétés interethniques, hein, étaient des sociétés où la confiance dans le voisinage avait été sapée, complètement sapée. Non seulement la confiance
interethniques, donc entre communautés, mais également à l'intérieur des communautés. Donc dans une société qui est dans une crise de confiance comme la société française aujourd'hui, eh ben il y a une tendance au morcellement, à l'atomisation, à l'émiettement, et on arrive au bout du bout à la séparation. J'en parlerai un peu après, mais il y a quantité de formes de séparation, il y a quantité de formes de séparatisme qui vraiment travaillent, c'est ce que dit Fourquet, le corps social du haut vers le bas, dans toutes les couches sociales. Il y a un séparatisme sexuel. Les réunions en non-mixité, c'est du séparatisme sexuel. Il y a un séparatisme des seniors. Il y a un modèle de maison de retraite qui est en train de se mettre en place sous le béguinage. Donc ce sont des communautés de retraités qui se regroupent. Il y a un séparatisme des riches, c'est les gated, enfin les communautés fermées aux États-Unis. Il y a un séparatisme, en préparant le dossier, je me rends compte, des ultra-riches, qui est une combinaison du survivalisme et de la très grande richesse. C'est les surva-villas dans des îles. Donc oui, le séparatisme grignote peu à peu l'appartenance à une communauté qui ne fait plus communauté. Oui, parce que vous dites chacun dans son île, chacun dans sa communauté, chacun dans sa tribu. Ouais. Il y en a qui l'ont compris depuis un moment, et l'actualité nous l'a fait ressentir. C'est le séparatisme qui n'est pas politique, c'est la contre-société autour du narcotrafic. Avec les trafiquants de drogue, on s'aperçoit qu'ils ont leurs propres règles, leurs salaires, leurs bandes, leurs lois, tout en étant profiteurs de ce qui reste sur le territoire, c'est-à-dire les hôpitaux, les loisirs, les transports. Mais ils se sont séparés du système. Oui, exact. C'est le cas bientôt en France. Peut-être en partie à Marseille, ce sera à Christophe de nous en faire part. En Belgique, assurément. Peut-être que même alors je suis toujours le prof. Il y a une théorie en sociologie qui est la théorie dite du passager clandestin. Et on pourrait presque en parler pour la question du séparatisme. C'est que la société ne fait plus société. Je veux dire, il y a plus un corps collectif qui se coagule à travers, comme disait Ronan, un legs de souvenirs en commun. On l'a plus ce legs parce que c'est des sociétés multiculturelles, donc multiconflictuelles. Mais on ne se sépare pas de l'État. C'est-à-dire que donc on est donc des passagers clandestins. On n'adhère plus à l'État, pour autant on a quand même la Sécu. Pour autant, on a quand même l'allocation chômage. Pour autant, on a quand même l'aide au logement. Donc peut-être que oui, c'est une des formes qui est en train de se mettre en place dans les sociétés archipélisées qui sont les nôtres. C'est quasiment ce dossier, c'est un peu une réponse cinglante mais réaliste au dossier idéaliste qu'avait fait Guillaume Travers sur les communs. C'est le contraire des communs. Oui, exact. Le commun, c'est un idéal, l'idéal qui peut se présenter. Cela étant dit, le commun, on peut l'assortir, on peut l'adosser le commun à une société séparatiste, parce que moi, j'ai fait un papier général et introductif à cette question-là, mais Xavier Aimant, qui n'est pas là, montre qu'on peut penser les communs dans une forme de séparatisme. Xavier Aimant s'appuie sur tous les cas de figure, Academia Christiana, Génération Identitaire. C'est un éloge positif, c'est un éloge positif. Non, c'est positif. Là, simplement, il s'appuie sur si évidemment le gouvernement dissout des collectifs patriotes ou identitaires, jusqu'à quel moment ces collectifs vont accepter d'être sortis du champ de la légalité. À un moment donné, vous êtes obligé, quand vous perdez votre travail, quand vous perdez votre compte en banque, quand vous perdez votre réseau sociabilité, vous êtes obligé de créer une contre-société. C'est ce à quoi appellent des rédacteurs de Braise Info. C'est ce que fait Xavier Aimant dans Éléments. À partir si vous dissolvez Academia Christiana, eh bien Academia Christiana doit se reconstituer quelque part. Et là, pour le coup, les communs sont envisageables. Dans le cas d'une société séparée, d'une contre-société, on peut reconcevoir des communs. Alors, il n'y a pas que les gens, je dirais, d'une mouvance radicale. Ce séparatisme, on l'a vu aussi se mettre en place au moment du Covid. Jérôme Fourquet l'explique très bien. L'ouest de la France est devenu le nouveau paradis pour les bobos. Ils s'installent là-bas et on sait très bien pourquoi. Et les gens quittent les grandes villes, Nantes, Rennes, Paris, pour aller s'installer dans des bords de mer. Et bien sûr, les prix ont explosé. Là, on est vraiment dans la communauté riche. Oui. Des gens la bourgeoisie qui a envie encore de sauver un peu son patrimoine. Oui, son art de vivre. En tout cas, son art de vivre, c'est un bien grand mot. C'est moins vrai. Je crois qu'il y a un phénomène inverse. On revient à une forme de normalité, en fait. Je crois que le Covid a été un faux, doux, amer rêve où je crois que justement les baraques maintenant sont dépeuplées. Je crois qu'il y a un retour inverse.
J'ai l'impression. On verra, moi, je pense. Ouais. À ceci près, objection sur la Bretagne. Hein. C'est vrai chez moi dans la diagonale du vide, hein, en l'occurrence dans la Basse-Bourgogne, le nord de la Bourgogne, hein, où ça se dépeuple. Manifestement, ça se dépeuple. Hein, mais la Bretagne a vu un afflux de. Je crois que la Bretagne n'avait pas besoin du Covid pour ça. Hein. Oui, je pense. En fait. Ça a été un accélérateur. Simplement, ce qui est fascinant dans la question du séparatisme, hein, c'est que d'abord, les premiers à se séparer du reste de la société, ce sont les riches, en tout cas les élites. Hein. La première des révoltes, c'est la révolte des élites. Hein. C'est la révolte de l'argent à travers la carte scolaire. Hein. Parce qu'il y a aussi un séparatisme scolaire. Hein. Il affecte toute la société, le séparatisme. Hein. Mais il a d'abord commencé par le haut, avant, par ruissellement, de toucher toutes les couches de la société. Très bien. Écoutez, on pourrait juste, on va terminer. Vous terminez le dossier par un entretien du spécialiste du survivalisme, qui est Piero San Giorgio, sympathique citoyen suisse. Oui. Il a souvent amusé avec cette idée de survivalisme. Quand on le lit aujourd'hui, il a ce constat effrayant, mais je trouve crédible. Il dit: j'ai été pour ma part patriote et nationaliste suisse, mais je regarde aujourd'hui mon pays, je regarde les gens qui habitent ces villes, ils ne me ressemblent pas, ils ne pensent pas comme moi, ils ne croient pas aux mêmes choses que moi. Même dans un pays comme la Suisse, on commence à voir ce genre de phénomène. Puis même là, c'est un pionnier, San Giorgio, du survivalisme européen, parce que c'était plutôt une spécificité américaine. Hein. Lui, il a contribué à l'importer chez nous, en Europe. Hein. Plusieurs livres, Survivre à l'effondrement économique. Là, il sort un immense pavé de 1000 pages en 2 volumes, hein, qui est remarquable. Survivre à la peur. Sur la peur, c'est vraiment, je trouve que c'est fantastique ce qu'il dit. Oui, c'est là aussi, c'est une dimension centrale du séparatisme. Hein. Et là, pour le coup, c'est Maffesoli. Moi, je trouve qu'il le premier l'a vu dans le temps des tribus en 88. En 88, il voit le temps des tribus arriver. Il dit vraiment, nous sommes postmodernes. Aujourd'hui, ce sera tribal ou tripal. Hein. Et il y a une crise de l'État. Il y a une crise de confiance dans l'État. L'État nous a trahis. Vous remarquerez que beaucoup de séparatistes, hein, les survivalistes en sont, beaucoup d'identitaires en sont également. Xavier Aimant en parle dans son papier, mais également des libertariens. Beaucoup d'antivax, hein, énormément d'antivax, hein, ne se reconnaissent plus dans l'État. L'État est devenu la figure de l'ennemi. Donc il y a une tentation d'être un petit peu de société sans État dans le désir séparatiste. L'exemple type en ce moment, c'est la Nouvelle-Calédonie. Alors Calédonie avec une dimension. Deux communautés qui vivent sur le même territoire et qui, en fait, les deux ont envie de se séparer. Hein. Avec quantité de problèmes. Dans l'absolu, alors c'est pas le sujet du dossier, mais c'est bien la question du grand remplacement. C'est vraiment imposé dans le débat public. C'est un sujet tabou. Désormais, on peut en parler, enfin en tout cas sous certaines réserves. Hein. Mais désormais, pour la gauche, en tout cas pour les Mélenchoniens, oui, les Kanaks sont menacés d'être grand remplacés sur le Caillou, sur leur île. Hein. La seule nuance que j'apporterai à ce discours, les Kanaks je crois que nous sommes tous des Kanaks aujourd'hui. Nous Français, nous sommes des Kanaks. Hein. Nous avons le même réflexe que les Kanaks. Hein. La seule nuance que j'apporterai à ce discours-là, qui est la ligne différentialiste que nous portons depuis 50 ans, c'est que les Caldoches sont là depuis 150 ans. Les Caldoches sont là depuis la fin du Second Empire pour beaucoup d'entre eux. Il y a des communards, ils sont installés. Donc c'était des pionniers, mais de pionniers, ils sont devenus, ils sont venus à leur manière aussi des autochtones. Voilà, donc vous pouvez retrouver tout ça dans ce dossier. Je vais juste bien le présenter, le prochain, qui est actuellement en kiosque. Mon cher Christophe, vous avez été voir une ville qui aussi est à part en France. Là, oui. C'est Marseille. Oui, alors vous n'allez sûr. pas nous parler des narcotrafiquants, mais de la ville de Marseille. Non, je fais un peu mon rôle de naïf qui ne voit pas bien les choses. Non, j'ai fait une petite aération à Marseille. Destination Marseille, ce beau ciel est une prison. C'est vrai qu'à Marseille, il y a ces deux choses. Il y a deux choses très violentes. C'est une ville qui a une identité forte, qui a une respiration, qui a un cœur, qui a une énergie. Alors on est happé à la fois par le grand bel azur et puis il y a aussi une fenêtre sur la mer un peu croupie. Hein. C'est une ville qui est tenue par le soleil, par le vent, par la lumière. Et alors c'est un immense désordre en fait. C'est un immense désordre. Il y a un désordre, il y a une anarchie urbaine. Il y a une anarchie anthropologique, il y a un mélange effectivement de communautés, de populations, mais avec presque cette espèce de ciment du climat, j'ai envie de dire. Et moi, j'ai plutôt été surpris dans une bonne manière, puisque il y a un état de délabrement qui est absolument équivalent à n'importe quelle ville française. Donc, et je crois que ça fait partie du lot. On est
un bain d'huile d'olive de désordre, mais il y a cette espèce de vibration, de respiration superbe. Il y a cette lumière extraordinaire. C'est une ville qui est un bout du monde, en fait, une espèce de plateforme. Alors il y a plein de clichés qui peuvent venir. On parle de ville-monde, de mélange, de vivre ensemble. Tout ça, c'est un peu des fadaises. On est dans un endroit qui est à la fois aride, c'est entouré de ces montagnes provençales très dures. Cette mer qui est un peu invisible aussi, puisqu'on y tourne facilement le dos. Hein. Elle est peu présente. C'est une mer qui un peu des profondeurs. Il y a un grand relief à Marseille. On descend toujours vers les profondeurs et on est happé vers presque du vieux port à la Vierge, bien sûr, de Notre-Dame de la Garde. C'est pas Notre-Dame de la Garde, si. Là, je confonds avec Lyon. Si. Notre-Dame de la Garde. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, c'est une ville qui est très rapidement. C'est une ville qui a été extrêmement appréciée par des écrivains. Walter Benjamin, il est quasiment mort. Il a fait un petit livre assez drôle sur Marseille, plein de couleurs. Il y a eu. Alors, c'était la ville d'une manière assez presque un peu burlesque. C'était la ville française préférée de Schopenhauer, qui n'est pas très méridionale, parce qu'il trouvait que c'était bien. Et qui n'est pas les Français. Voilà. Parce que l'Europe, Schopenhauer disait l'Europe a les singes et les Français. Oui, c'est ça. Oui, mais qui n'est pas une ville française. C'est la ville des communautés. Je ne saurais pas. Bien sûr, les communautés sont séparées. Alors pour moi, c'est aussi un laboratoire du sabotage, puisque c'est une ville qui est faite de plastique et qui est dégoûtante et effondrée. Mais il y a quelque chose. Joseph Conrad y a vécu à la fin du siècle, et alors lui qui parlait et qui écrivait dans toutes les langues, il paraît qu'il s'exprimait en français avec l'accent marseillais, ce qui est un petit peu drôle aussi. Mais écoutez, Marseille, il y a quelque chose. Moi, j'étais relativement enchanté. Flaubert, Sandrard, vous citez pas mal d'autres. Alors effectivement, le gros Normand Flaubert était enchanté de manière naïve aussi. Il trouvait et le Suisse Sandrard. Ah, Blaise Sandrard, effectivement, beaucoup Marseille, mais c'est une ville d'échange, c'est un port, c'est une zone c'est une espèce à la fois de propulsion, d'élévation, et puis on le voit un peu d'effondrement parfois aussi. Et j'évoque aussi les grandes affaires notamment du XXe siècle, puisqu'il y a les grands périples politiques, Gaston Defferre, les problèmes. Effectivement, vous avez présent, la pègre est structurante de Marseille, effectivement. Godin, notre ami Jean. Alors Godin, qui vient de mourir, c'est exact, qui était un personnage aussi assez complexe, ouais. Mais moi je me suis plutôt attaché à Gaston Defferre qui a 50 ans de pouvoir, anti-gaulliste, anticommuniste, vrai salopard, probablement il y a la mafia. Donc c'est très étonnant, Marseille. Bernard Tapie, évidemment, et tout ce qu'on sait, Pagnol et tout. Voilà, mais c'est un monde, effectivement c'est une ville-monde, comme on dit de manière un peu cliché, mais bon, allez-y, allez voir. En tout cas, très 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 beau papier, même pour ceux qui n'aiment pas Marseille, comme moi. Il nous reste une petite minute. François, je peux pas m'en empêcher. Vous avez fait un papier magnifique qui s'appelle « Mon papa était nazi, tout le monde n'a pas la chance d'être orphelin ». Ouais. Ça c'est formidable ça. Ouais. Alors tout le monde n'a pas la chance d'être orphelin, faut le rappeler, c'est Poil de Carotte, Jules de Renard, hein, à une époque où c'était les garçons qui étaient molestés par les femmes, en l'occurrence leur mère, hein, c'est pas toujours l'inverse. Hein. Oui, il y a une épidémie depuis, je trouve, les années 2000, hein, de livres de repentance, hein, de fils d'eux et petits-fils d'eux, pour beaucoup d'entre eux. Je pense à Georges Chalandon qui fait des tirages mais colossaux. Le dernier bouquin c'est Fils de salaud, l'avant-dernier. Je pense à Pascal Jardin. Qui a fait des bouquins dégueulasses et crapuleux. En gros, les enfants, les petits-enfants de collabos qui se vengent en faisant des livres... De collabos ou d'extrême droite, parce que Pascal Bruckner, alors, pour le coup, a fait un bon livre, hein, vraiment un bon livre hein, sur son père, hein, qui était d'extrême droite, hein, comme le père de François Hollande. Mais François Hollande n'a jamais débiné publiquement sur son père, ce qui est le cas de Bruckner, et c'est devenu un genre littéraire, hein, parce que ça fait des gros succès de librairie. On crache sur papa, parce que papa, il était collabo, parce que papa, il était pas dans la résistance, hein. Donc j'ai éprouvé le besoin de leur taper. Je pense que ça va durer parce qu'avec toutes les personnalités qui maintenant sont au Rassemblement National, la future génération de ces enfants vont pouvoir dire mon père était au RN et était au FN. Hein, disons par exemple le patron de la Comédie Française, le directeur de la Comédie Française qui est metteur en scène, hein, a fait un papier en 2017 dans l'entre-deux tours à Libé pour dire mon père c'est électeur du Front National. Hein. Donc il se donne un genre de fausse repentance parce que c'est très gratifiant. Rétrospectivement de s'accuser de quelque chose qu'on n'a pas commis, puisque si on parle de parents ou des grands-parents, encore que est-ce qu'ils l'ont vraiment commis ce qu'ils leur reprochent, hein. Ils s'achètent une bonne conduite, hein, et surtout ils crachent sur la figure du père. Moi j'ai toujours en tête, je commence le papier là-dessus, sur OSS ce Jean Dujardin à Rio au Brésil, hein, où Jean Dujardin fout une claque hein, au fils du professeur von Zimmel, hein, voilà, merci Christophe, en disant mon père est un nazi, je hais les nazis. Il lui fout une claque magistrale en disant mais on parle pas comme ça de son père, mon garçon. Voilà.
Voilà, on va terminer là-dessus. Hein, ça me paraît bien. Et on se retrouve le mois prochain pour cette année-là. Et dans 2 mois, espérons retrouver notre ami Olivier François.